Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho sur France 24 avec comme chaque semaine Philippe Manière, bonjour. Président de Footprint Consultant et chroniqueur à France Culture, Bernard Maris, bonjour, qui arrive de Cuba si je ne m'abuse, tout bronzé, chroniqueur à Charlie Hebdo également sur France Inter. Alors abstention record, revers de grande ampleur pour les socialistes, succès historique pour le Front National qui arrache une mairie dès le premier tour à Hénin-Beaumont et un score honorable à droite. Les ingrédients du 21 avril sont là, un vote sanction sérieux pour le gouvernement et le président, plus préoccupant que ce qu'en disaient les sondages. Économiser 50 milliards d'euros de dépenses publiques ne dépend pas d'un premier et d'un deuxième tour, a affirmé Michel Sapin, le ministre du Travail, ce matin. Alors tenir le cap ou mettre en place une équipe de combat, faut-il marquer le coup? Comment faire front? Quelques réactions et on en débat ensuite. La France est engagée dans une politique de redressement indispensable, mais exigeante. Certains électeurs ont exprimé, par leur abstention ou leur vote, leurs inquiétudes, voire leurs doutes. Que je vote ou que je vote pas, ça ne va rien changer. Même s'il n'y a pas de candidat qui nous correspond, à qui on s'identifie, il faut toujours voter pour le moins pire. C'est la fin de ce mouvement de balancier automatique qui faisait passer une ville d'un camp à l'autre sans que l'UMPS n'ait pourtant démontré le moindre mérite. Je demande à mes colistiers et à mes amis de rester dignes. La ville d'Hénin-Beaumont, à mon sens, méritait beaucoup mieux que ce qu'elle hérite ce soir. C'est une sanction massive contre la politique gouvernementale, parce que c'est cela aussi le message de ce premier tour. Bon, il vous fait sourire, Alain Juppé, si je comprends bien, Philippe. Un mouvement d'ampleur, Est-ce qu'il s'impose ce mouvement d'ampleur aujourd'hui, un remaniement? Mais comment il était faire prévu. Il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que tout le monde sait depuis 6 mois que la seule question est de savoir si le président allait remanier un peu avant ou un peu après les élections. Le un peu après était le plus probable. Faut-il un gouvernement des de élections combat, qui là, étaient perdues d'avance. Et donc, à part l'ampleur du score de tous ceux qui sont contre le gouvernement, il n'y a pas grand-chose de surprenant dans tout ça. Alors après, la semaine prochaine, on ne parlera plus, je vous le garantis, de ces sujets importants que sont le vote Front National, qui est assez important, et l'abstention, qui à mon avis est le grand sujet important. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des élections locales où généralement il y a un taux de participation élevé. C'est un record de non-participation avec des conséquences. Je regardais, faites le petit calcul, Alain Juppé donc triomphe, élu dès le premier tour, il y a 33% des inscrits bordelais qui ont voté pour lui. C'est quand même pas énorme, vous voyez. À Strasbourg, les deux principaux candidats qui vont se battre au deuxième tour, et l'un des deux décrochera la mairie, à eux deux, ils font 30%, 31% des inscrits. Donc c'est vraiment très très faible. C'est ça le vrai sujet. Alors après, oui, il y aura un remaniement. Oui, les choses vont continuer. Enfin, ça me semble vraiment extrêmement important de prendre en compte le fait que la politique n'intéresse plus les gens, y compris quand il s'agit de municipal. Bernard. Je partage cette analyse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est l'abstention moi qui me frappe, quoi. On est presque à 40%, ça s'est jamais vu, on est à 39%, pratiquement. Alors comment l'expliquez-vous Je pense que c'est vrai qu'on se dit, les gens se disent, bon, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, ça ne changera rien. Il y a quelque chose qui m'avait frappé, on n'en a pas mesuré les conséquences, c'est lors du référendum pour le traité constitutionnel. Il y avait eu quand même 55% de non. C'était quand même colossal. Et on a fait tout de suite après quelque chose qui s'appelle le traité de Lisbonne, qui a dit finalement, vous avez voté contre, eh bien c'est comme si vous aviez voté pour, et on fait le traité de Lisbonne qui reprend intégralement ce qui était prévu pour le traité constitutionnel. Ça participe de ce rejet, vous Donc pensez ? ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez que vous avez voté ? Bon. Ça sert à quoi de voter? Franchement, je pense qu'il y a un dégoût de la politique. Peut-être le mot dégoût est trop fort, mais disons un déni de la politique. Des intérêts, des intérêts, aussi, et le fait de se dire que les politiques sont impuissants. C'est ça qui me frappe, moi. C'est-à-dire impuissant et interchangeable. C'est ça. C'est qu'au ça aussi, ça nourrit votre Front National, évidemment. Il y a eu 10 ans de droite, ça n'a pas changé grand-chose. La gauche arrive, ça ne change rien du tout. C'est la même politique. Bon, la hausse de la TVA, etc. Donc finalement, on se dit, mais ils ne peuvent rien, ces gens-là. Ils ne peuvent rien. Et je pense que, contrairement à ce qu'on croit, le vote FN n'est pas un vote nuisible. C'est-à-dire, je vote contre le système. Non, je pense que, hélas, c'est un vote d'enracinement. Et que c'est un vote qui, désormais, se dit, bon, ben, on va tenter la troisième voie. Et la troisième voie, c'est voir un peu ce que vont donner ces gens-là. Je ne pense pas que ce soit, cette fois-ci, un vote de rejet. Bien sûr, ça peut être un vote de rejet, comme l'était le vote communiste dans les années 50. Mais dans les années 50, quand le Parti communiste faisait 30% des voix, pratiquement 27% des voix, eh bien, il y avait un petit espoir, quand même, que ces gens-là prennent le pouvoir. Oui. Donc là, aujourd'hui, il y a un espoir qu'ils prennent le pouvoir. Attention, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a un espoir que ces gens-là arrivent au pouvoir.
Non, je suis extrêmement dubitatif sur le sujet. Quand vous regardez de près le vote Front National, il est massif dans 2 catégories de régions, toujours les mêmes, la frontière nord-est et la bande méditerranéenne, qui sont, les zones les plus concernées par le problème de l'immigration, que le PS et l'UMP ont toujours traité avec une certaine distance, parce que ce sont des choses que les gens vivent sur le terrain d'une manière douloureuse, à tort ou à raison, et que souvent les élites ne voient pas, ne comprennent pas. Et 2, surtout, on ne le dira jamais assez, ce sont des zones où, pardon de le dire, la corruption politique n'est pas rare. Donc vous avez souvent un vote de rejet des sortants ou de rejet des candidats, parce que vous avez affaire à des gens qui, localement, à tort ou à raison, sont perçus comme ne vivant pas, ne comprenant pas les problèmes des électeurs et étant potentiellement corrompus avec, excusez-moi de le dire encore une fois, des affaires qui montrent qu'on n'est pas dans le monde des idées pures. Ça existe. Très souvent, vous avez des élus corrompus qui ont été sortis par la justice, qui étaient notoirement corrompus depuis longtemps. Dans ces 2 zones, le reste du pays ne vote pas du tout massivement Front National. Donc ça vous inquiète pas tant que ça ? Dans ce sens-là, l'affaire de Marseille est très intéressante. C'est-à-dire qu'on a vu quand même de la politique politicienne, des gens qui se déchiraient localement. Et bon, de ce côté-là, je pense que le fait que le Front National passe devant le Parti Socialiste à Marseille, c'est tout à fait frappant. Comment le gouvernement doit-il réagir, Bernard, d'après vous ? Il n'a pas de choix, il ne peut pas réagir. Moi, je pense qu'il a gouvernement de combat, est-ce qu'il doit resserrer ? Oui, bon, il doit donner des... Comment dire ? Il doit donner des signaux, quoi. Bon, les signaux, c'est effectivement dire on va se battre, on va lutter, etc. Mais le fond de sa politique, il est engagé. Il ne va pas revenir sur la baisse des dépenses publiques qu'il a prévues. Il ne va pas revenir sur le CICE. Il a tort, d'ailleurs. Il faudrait mieux de faire des baisses de charges directement plutôt que de faire le CICE, qui est une usine à gaz et qui finalement aura des conséquences, encore une fois, bureaucratiques, terribles, qui feront qu'il n'y aura que les grosses entreprises qui vont en profiter. Bon, de ce côté-là, il est mauvais. Mais il s'est engagé dans une voie, hausse de la TVA, baisse des dépenses publiques, réduction, finalement, de la dépense publique. Et changer de Premier ministre ? Je ne vois pas. Je vois pas. Pour faire quoi ? Pour faire une politique de gauche ? Non. Alors, je ne pense pas que ce soit le plus à gauche. C'est-à-dire prendre qui ? Barthelone ou Mélenchon ? Non, je ne pense pas que ce soit le... Donc il devrait garder Hérault, non, je pense qu'il devrait garder Hérault et garder la même politique. Donner quelques signaux peut-être un peu... La même politique, il faudrait savoir de laquelle il s'agit. C'est-à-dire que la politique qui a été mise en œuvre depuis 2 ans, ça c'est impossible. Alors c'est curieux parce que c'est un scrutin municipal. Il n'est pas d'usage de faire un remaniement d'urgence après un scrutin municipal. Mais c'est vrai que c'est une défaite cuisante. C'est vrai que de toute façon, ce gouvernement est épuisé. Il a montré une compétence, pour dire le moins, modéré. Et puis on est arrivé au bout d'un système. C'est-à-dire que François Hérault, qui est une espèce de clone en plus long Jean-Marc Hérault, c'est intéressant que je dis ça, parce que justement je disais que c'était une espèce de clone en plus allongé de François Hollande. Il a rendu les services que le président attendait de lui. Manifestement, il faut maintenant le changer. La question des 50 milliards de dépenses publiques est très intéressante, parce que je pense que non seulement ce gouvernement est décidé à le faire, mais qu'en plus il n'a pas le choix. On est maintenant engagé avec nos partenaires européens. On a pris un tel retard sur le sujet, on n'a pas le choix. D'ici à 1 mois et demi, il faut tailler 50 milliards. Le problème, vous avez observé que l'autre événement important de ces élections, c'est que la gauche se gauchit. Ce qui reste de la gauche se gauchit. Les écolos et le front de gauche remontent par rapport à l'ensemble du bloc de gauche. Et donc on va se trouver dans cette situation insensée, paradoxale, mais qu'il va bien falloir gérer, que probablement un nouveau Premier ministre va devoir mettre en œuvre un programme qui va passer à tort ou à raison pour libéral, pro-européen, sauvetage de l'euro, tout ce que vous voudrez, avec une majorité qui sera de plus en plus décalée à gauche, des écolos qui sont un peu en position de force, un parti de gauche, des gauchistes qui, clairement, auront le moyen de contester. Je ne crois pas au changement de Premier ministre. Enfin, je prends le pari, on verra, je me trompe peut-être. Alors, rendez-vous la semaine prochaine. Oui. Alors, autre sujet cette semaine intéressant, le G7 qui isole Moscou. Alors, plus de G8, mais un G7 à Bruxelles, G8 de Sochi annulé. Alors, c'est vrai qu'on est dans une partie de bras de fer entre la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la France, le Canada et l'Italie, donc le fameux G7, et la Russie, rapport de force donc au sujet de la Crimée. Qu'en pensez-vous très vite, Philippe? Écoutez, franchement, je ne crois pas tellement à l'utilité de ces machins G7, G8, G35, mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas ne pas faire quand un pays souverain viole la souveraineté de son voisin et nous fait croire des balivernes, le référendum, etc., tout ça, c'est de la rigolade. C'est l'invasion de son voisin par un pays membre. Enfin, écoutez, il n'y a pas de discussion. Et évidemment, il faut les suspendre, parce que si on ne fait même pas ça, alors je ne sais pas ce qu'on fera. Il faut dire à Poutine que là, il est allé trop loin. Alors ça, autre chose, peu importe, mais on ne peut pas continuer à coopérer avec la Russie comme si de rien n'était. C'est inconcevable, à mon avis. Ou bien alors, on abolit
l'idée toute simple et quand même relativement utile que les frontières sont inviolables. Bernard, il reste une minute. Oui, alors le G7, c'est formidable, ou le G8 plutôt, qui redevient le G7, c'est quelque chose qui est pour la croissance et pour le bonheur des gens. C'est très très bien. C'est en gros le genre de décision qu'ils prennent lorsqu'ils font des communiqués. On est pour le bonheur de tout le monde. Mais c'est vrai que, au point de vue les conséquences politiques, de facto, réalistes, sont nulles. Hein. Ça se passe au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui se passe vraiment. Oui, c'est comme une humiliation pour les Russes. Mais c'est vrai qu'ils vont mal le prendre. Il y a le G20 aussi, il y a le G20 Mais aussi. c'est vrai que les Russes, surtout que ça se passait chez eux, le prennent assez mal. Ils ont beau dire que finalement ça ne sert pas à grand-chose le G7, ils le prennent assez mal. Donc c'est vrai que c'est le minimum de ce qu'on pouvait faire. C'est absolument le minimum. Ça n'ira pas plus loin. On peut espérer qu'il y aura un peu autre chose quand même. Bon, sanctions politiques, sanctions économiques. Les sanctions économiques seraient plutôt bien fondées, mais elles seraient coûteuses pour l'Occident, parce que maintenant on commerce beaucoup. Mais c'est pas parce qu'elles sont coûteuses qu'il ne faut pas les envisager. D'où d'ailleurs les hésitations. Les intérêts commerciaux passent souvent avant les intérêts politiques. D'où les hésitations d'ailleurs des Occidentaux. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.